invitée avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dunant-Châtelet est à nos côtés, directrice de l'investissement responsable de DNCA. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. À vos côtés, Joachim Jean, le directeur de la gestion action de Mansartis. Bonsoir Joachim. Bonsoir Grégoire. Et Florent Vabon est également à nos côtés, économiste chez Ecofi. Bonsoir Florent. Bonsoir Grégoire. Bon, c'est le scénario peut-être auquel il faut se référer désormais. Selon le Wall Street Journal, Donald Trump semble prêt à déconnecter la guerre d'Iran et les opérations militaires américaines contre l'Iran et ses alliés de la situation du détroit d'Ormuz, qui reste très largement contrôlé évidemment par les forces du régime iranien. Ce scénario de déconnexion des deux guerres, si je puis dire, qu'est-ce qu'il apporte au débat et qu'est-ce qu'il ouvre comme perspective? Encore plus de confusion, ouais. Déjà c'est le premier point. Après ça, ce qu'il dit aujourd'hui, nous n'avons pas la certitude que ça va être la même chose demain. Donc déjà, peut-on encore le croire d'une certaine manière? C'est-à-dire que chaque jour, son nouveau lot de phrases un peu choc et de changements de stratégie. On sait on a compris a priori qu'il y avait des négociations qui étaient en cours, des rencontres qui sont aussi a priori prévues, mais on n'en sait pas grand-chose non plus. C'est des choses qui sont évoquées. Donc c'est compliqué. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose, malheureusement. Mais est-ce qu'on peut se mettre dans un schéma où effectivement, parce qu'on commence on comprend depuis le début, mais le centre de gravité de cette guerre, c'est quand même bien le détroit d'Ormuz, avec toute la dimension économique, ouais, et le levier économique que ça peut apporter, ou le frein économique en l'occurrence, quand on se place de notre côté. On peut imaginer effectivement une fin des opérations et un détroit qui resterait largement impraticable. Ça peut vouloir dire que ce qu'on voit aujourd'hui sur les prix du pétrole, on pourrait le voir dans une durée beaucoup plus longue, oui, que la seule fin des opérations militaires américaines. Voire même une augmentation supplémentaire des prix. Voire une augmentation supplémentaire, Après, on peut essayer de voir les choses de manière, entre guillemets, un petit peu plus optimiste. Oui. On peut se dire que ça ouvre la voie à des négociations plus larges, puisque cette fois-ci, ça concerne tout le monde. Si on se dit que les États-Unis s'en vont et qu'ils laissent le détroit à l'abandon, il faut absolument que la situation soit résolue d'une certaine façon. Donc, alors soit, on l'a vu ces derniers temps, on peut pratiquer le détroit en payant. Oui. Alors est-ce que c'est ça la nouvelle norme? Est-ce qu'il faut payer pour passer? Dans ce cas-là, ça renchérit de toute manière le coût du transport de manière intrinsèque. Est-ce qu'il faut négocier avec les Iraniens? Je ne parle pas des États-Unis, je parle de la France par exemple, ou de l'Europe, etc. C'est une situation géopolitique qui est pas du tout comme d'autres périodes qu'on a pu vivre dans l'histoire, donc on n'a pas de référentiel, on ne sait pas véritablement comment ça peut se produire. C'est le levier de l'Iran, ça vous l'avez évoqué, mais d'une certaine manière, c'est une position que l'Iran ne peut pas tenir ad vitam aeternam non plus. Cette région ne peut pas rester de la sorte pendant... Enfin, c'est un point névralgique aussi pour l'Iran. Oui. L'Iran doit aussi... Le point de douleur maximal pour les uns et les autres a peut-être pas encore été atteint, mais il existe. Exactement. C'est ça. Donc les deux essaient de jouer un peu la montre. Il y a aussi un point de douleur pour l'Iran. Même si l'Iran arrive à exporter et vendre très bien son pétrole toujours aujourd'hui. Tout à fait, mais ils ont quand même annoncé que la production était en baisse, donc les revenus sont en baisse aussi. Évidemment, le fait que la région s'embrasse, c'est pas non plus de très bon pour leur économie. Il faut pouvoir maintenir le régime aussi et les personnes qui l'entourent, les personnes qui soutiennent ce régime. C'est une grosse économie, si je puis dire. Donc il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte. Dans le détroit, il y a aussi beaucoup d'autres choses qui passent. Il n'y a pas que des hydrocarbures, il n'y a pas que du gaz. On parle aussi de potentielle pénurie alimentaire aussi du côté de l'Iran, même si on a du mal à voir exactement, pas avoir de véritables informations de terrain. Il n'y a rien qui sent, et il y a rien qui rentre aussi aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas croire non plus que les Iraniens jouent cette carte sans qu'il y ait derrière de conséquences pour eux aussi. Maintenant, moi je ne suis pas spécialiste en géopolitique, donc j'arrive pas à déterminer de quelle manière l'un est plus fort que l'autre dans cette négociation. Mais je suis pas sûr qu'il y en ait forcément un qui soit vainqueur et un qui soit perdant. Les deux sont perdants. Il y a un coup pour tout le monde. Maintenant, c'est l'intensité de la perte, si je puis dire, qui reste à déterminer. Bon, Donald Trump a l'air de vouloir renvoyer quand même la responsabilité de la gestion d'Ormuz à ses alliés, entre guillemets. En tout cas, il n'a pas l'air d'avoir... Après avoir dit que... Après avoir dit que c'est pour ça aussi. Ça ne servait à rien. On essaye de suivre. Donald Trump. Mais oui, visiblement, il y a quand même un sujet sur Hormuz. Le message du matin de Donald Trump, c'est
allez récupérer vous-même votre pétrole dans Hormuz si vous en avez besoin. Nous, sous-entendu aux États-Unis, d'ailleurs, on peut vous en vendre au passage du gaz naturel liquéfié. On sait faire et on sait le transporter. Quelles sont les réflexions que ça amène, effectivement? Et c'est vrai que les questions qu'on se posait au premier jour étaient de savoir combien de temps le choc allait durer, est-ce qu'on allait revenir à l'état des choses antérieures. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, plus personne n'imagine, quelle que soit la fin de ce conflit et sa durée, plus personne n'imagine qu'on va revenir dans un état qui prévalait avant le 28 février, dans cette région en tout cas. Absolument. Petite réponse à la boutade de Trump avant de répondre à la question plus générale. Quand on nous a coupé effectivement en Europe les gazoducs suite à l'invasion de l'Ukraine, on a effectivement pu importer assez facilement le gaz américain. Donc on peut imaginer que ce soit une porte de sortie et un élément de renégociation d'ailleurs géopolitique et commerciale entre les États-Unis et l'Europe. Parenthèse refermée, on a démarré l'année 2026, il faut le rappeler, avec je pense la meilleure visibilité qu'on pouvait avoir sur les marchés depuis très longtemps. On avait écarté énormément d'éléments. Il faut le rappeler quand même, parce qu'on a eu quasiment 2 mois de marché tranquille, mais surtout lisible. Ça ne veut pas dire la même chose. Lisible, ça veut dire qu'on savait où étaient les grands plans d'investissement, où étaient les grands éléments d'activité économique. Et la question qui s'est posée au démarrage de ce conflit, c'est est-ce que finalement ce conflit va remettre en question les éléments qui vont faire le marché de 2026, 2027, 2028, à savoir le moteur d'investissement intelligence artificielle, le bazooka allemand. Je les remets dans le contexte parce que c'est ça qu'il va falloir regarder maintenant. C'était extrêmement bien balisé. Exactement. Ce qui a été sûr très rapidement, c'est que 1 mois de conflit commençait à devenir déjà une limite peu acceptable, notamment d'un point de vue microéconomique. Et ça, je pense qu'on a franchi cette limite. Même si les marchés aujourd'hui ne veulent pas vraiment l'entendre et que le consensus décale un petit peu cette limite. Elle a décalé la limite du temps, elle a décalé la limite également du prix du baril. On a beaucoup entendu parler, je rappelle, au début du conflit, d'un baril au-delà de 100, ça devient très compliqué, si c'est durable, si ça reste... Bon, il est largement au-dessus de 100 déjà depuis un moment. Maintenant, on entend la limite des 120, des 150. On entend les grandes majors pétrolières qui font des business plans maintenant sur un baril à 150. C'est pas neutre quand même. Et donc, cette première limite où les stratégistes et les économistes expliquaient que à partir de $100 le baril, structurellement, sur une année comme 2026, plus 1 mois ou moins de conflit, on allait aller très rapidement sur des niveaux d'inflation extrêmement élevés. Bon, force est de constater il y a 2 scénarios maintenant. Je pense que celui qui est le plus facile à garder en tête, c'est quand même pas un embrasement qui va durer jusqu'à la fin 2026. Et je retiens quand même ce qu'a dit la BCE lors de la dernière intervention de Christine Lagarde. Elle a quand même évoqué que le conflit tel qu'il était à l'heure actuelle, donc il y a à peu près 15 jours, ça nous ramenait à un retour à la normale, pas avant Q3, Q4 2026. C'est ça. Donc en fait, l'année 2026, elle est pliée. Et là, je pense que ce qui va être un tournant très intéressant et qui commence à s'amorcer avec ce qu'on appelle les pré-close calls des entreprises, c'est-à-dire que les entreprises parlent maintenant 3 semaines à 1 mois avant leur publication. On arrive au Q1, on avait eu des très bonnes publications en Europe et aux États-Unis pour la fin de l'année 2025. Et là, on commence à entendre dire qu'il y a des répercussions, notamment des commandes qui sont soit annulées, soit retardées. Et on est dans une situation qui est quand même totalement différente de celle du Covid. Similaire d'une certaine manière, on va pas avoir de visibilité, on va décaler régulièrement. Est-ce qu'on referme, est-ce qu'on a à nouveau un close, un lockdown, est-ce qu'on l'a pas? On va être dans cette incertitude-là parce que le conflit va se gangréner d'une certaine manière. Mais ce qui est sûr, c'est que les entreprises, elles, se retrouvent dans une situation où en fait leurs propres clients sont dans l'incertitude et elles vont accuser en plus une deuxième lame de fond qui est la hausse de leurs coûts entrants. C'est mécanique. Oui. Donc, je ne vois pas comment... C'est déjà de la perte d'activité où il y a quand même l'idée dans ces pré-close calls des entreprises, comme vous le disiez, peut-être que l'année est pliée, mais il y a la perspective, ou en tout cas la possibilité de regarder à travers ces 2-3 trimestres qui vont être sans doute un peu compliqués, et l'idée qu'il y aura quand même un rattrapage de l'activité perdue dans l'intervalle. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le changement de ton il s'est fait dans les 15 derniers jours, ce qui veut dire quand même le poids de ce conflit. Il y a 15 jours, les entreprises qu'on rencontrait, plutôt à l'occasion de la publication de leurs résultats annuels, nous maintenaient leur guidance, donc leur perspective à peu près inchangée, en expliquant que pour l'instant c'était un peu business as usual. 15 jours plus tard, c'est-à-dire à peu près maintenant, on arrive à une situation où les entreprises nous disent là, le premier trimestre, le deuxième trimestre, ça va être compliqué, ça impacte directement l'activité, ça peut être des reports, mais ça peut être aussi des pertes de marché sec, tout sèche, et puis d'une certaine manière, tout ce qu'on va donner comme perspective, et à mon avis on n'en aura pas beaucoup, seront exempts de la hausse des prix des matières premières et des taux d'intérêt évidemment.
Joachim, l'analyse que vous faites de la situation et c'est cette histoire effectivement de points de non-retour là, quels sont les points de non-retour qu'on a pu franchir du point de vue des marchés, du point de vue de l'investissement, et est-ce qu'il y a quand même matière à se dire qu'une partie du choc reste potentiellement réversible également en cas de fin de conflit, j'entends. Je pense, si je prends l'exemple de ma zone de prédilection, l'Asie, puisqu'on l'a évoqué notamment sur les fortes baisses que connaissent les marchés asiatiques en ce moment, on n'est pas dans une zone de non-retour. C'est-à-dire que si on prend les éléments, par exemple, qui ont fortement impacté les marchés asiatiques, si on se positionne, par exemple, en tant qu'allocataire, l'Asie était plutôt vue d'une manière positive avant le conflit iranien comme zone de diversification en dehors de l'Europe et des États-Unis. Elle a subi de manière assez virulente le triptyque très mauvais pour les pays asiatiques émergents, c'est-à-dire un dollar plutôt fort, un pétrole qui progresse et puis un ton plutôt hawkish des banques centrales. Donc tout ça est plutôt mauvais. Qui plus est, on a, vous n'êtes pas sans savoir, quand même une correction majeure sur tout ce qui est industrie des mémoires. Or, les marchés asiatiques, juste pour rappel, la Corée et Taïwan représentent quasiment 40% aujourd'hui des marchés asiatiques. Et en Corée et en Taïwan, on a quasiment 50% qui est sur deux valeurs, Samsung, SK Hynix et TSMC. Ces valeurs-là appuient la correction asiatique et on est dans un phénomène, alors il y a eu du news flow plutôt négatif, mais je pense que ça va se résorber à terme. Et puis, on a la Chine qui est plutôt un élément qui va profiter, c'est étonnant à dire, de la fermeture temporaire du détroit d'Ormuz, puisque elle a la possibilité notamment de s'approvisionner auprès de l'Iran. Elle a des stocks assez conséquents qu'elle a pu acheter à prix assez faible. Elle, aujourd'hui, s'approvisionne auprès de la Russie à des niveaux assez faibles. Et puis, elle avait anticipé tout ça, puisqu'en fait, elle avait notamment mis en place des stratégies de développement d'énergie renouvelable, je pense, en anticipation de ce que pouvait devenir le monde demain. Et il y a deux autres éléments assez importants qui peuvent justement permettre à ces marchés-là de rebondir, le temps de digérer. C'est vrai que là, ils sont aujourd'hui un peu dans la machine à laver, mais avec le temps, assez rapidement, on peut retrouver des éléments assez positifs. On l'a au niveau notamment de l'inflation, puisqu'en fait la Chine vient d'une période de déflation de 3 ans et demi. Donc on a un niveau extrêmement faible, donc à la limite, c'est plutôt bon que l'inflation reparte dans le pays. Et puis, on a quand même aussi, on le voit sur les 2 premiers mois de l'année, une reprise assez bonne au niveau des indicateurs macroéconomiques en Chine. Donc là où pendant quand même plusieurs trimestres c'était mauvais, plutôt mauvais en Chine et très bon en Europe, aux États-Unis, au niveau des indicateurs macroéconomiques, on sent justement une inflexion en Chine et qui est drivée aussi par toute la thématique, notamment sur la technologie. On le voit avec une dynamique très forte, notamment sur les IPO, sur toute la partie robotique et AI. Donc la Chine peut être dans cette situation, dans ce contexte, un facteur, si je puis dire, de stabilisation finalement macroéconomique de la région. C'est très dur à dire qu'on peut retrouver un refuge dans les actions chinoises en ce moment, mais on le voit, il y a déjà 2 grandes banques américaines ces derniers jours qui sont revenues plutôt positives dans cet environnement-là sur les actions chinoises. Sur ce qui se passe, alors vous avez cité effectivement 3 points névralgiques de la chaîne d'infrastructure IA, Samsung, Hynix en Corée du Sud et TSMC à Taïwan. Je reprends ce que disait Léa tout à l'heure, sachant que on démarrait cette année 2026 avec des plans de CAPEX plutôt bien balisés. Le thème de l'IA était porteur, avec des dépenses d'investissement évidemment plus que conséquentes, stratosphériques. C'est une nouvelle limite qui vient s'imposer à la construction de ces infrastructures et de ces investissements dans l'IA à travers ces points critiques asiatiques là. Alors c'est vrai que indéniablement, on a une corrélation quand même avec le sentiment macroéconomique global et les dépenses de CAPEX qu'on peut avoir dans l'IA. Mais je pense qu'on est, à mon sens, pas encore au bout de la demande et de ce qui peut être... Ça, la demande, oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas une limite supplémentaire à l'offre, là, justement, avec, je ne sais pas, peut-être des Samsung, des Hynix, des TSMC, moins en capacité de servir encore la demande, justement, là. Alors c'est vrai, mais lorsqu'on regarde aujourd'hui la correction qu'a connue ces valeurs-là,
elle n'est pas forcément directement totalement liée au problème d'approvisionnement. Alors c'est vrai que ça peut le devenir dans le temps. On a eu notamment une grosse correction sur les annonces de Google avec TurboQuant qui ont quand même fortement impacté ces valeurs-là. Maintenant, lorsqu'on regarde d'un point de vue boursier ces sociétés-là, on sait qu'elles ont des niveaux de valorisation tout à fait raisonnables, notamment en Asie, et c'était d'ailleurs un play assez fort qui était plutôt joué par les investisseurs par rapport à ce qu'on pouvait avoir sur les marchés américains. Et aujourd'hui, non, je ne vois pas encore pour le moment vraiment cet impact dans la baisse qu'on a connue. Il y a vraiment eu des éléments spécifiques et puis une forte progression sur les derniers mois. Léa, est-ce que les choses se sont améliorées depuis 2022 ? Vous parlez de chaîne d'approvisionnement, de chaîne de valeur. On a appris, enfin, les entreprises de la planète, avec l'épisode de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a eu la partie énergétique, mais il y a eu, avec le Covid, la grande disruption aussi des chaînes d'approvisionnement. Il y a de la résilience qui s'est bâtie, qui s'est construite. Alors, c'est certain. Il ne faut pas sous-estimer la capacité de perturbation d'Ormuz, justement, dans des chaînes de valeur encore peut-être trop imbriquées. Oui, tout à fait. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que le côté recentralisé d'un certain nombre d'entreprises va être bénéfique à ce qui est en train de se passer. Et ce mouvement, globalement, de toute façon, doit perdurer. En revanche, c'est l'avantage de la Chine, effectivement, en ce moment, c'est qu'ils sont autonomes sur la matière première. C'est ça qu'il faut voir. En fait, notre problématique, elle va partir des éléments fondateur de tous les produits et services dont on va avoir besoin. Et c'est là où, à mon avis, on est dans une difficulté. Certains acteurs, notamment des semi-conducteurs, ont évoqué les problèmes de rupture sur certains gaz. Alors, ça, l'hélium, c'est ça ? Par exemple. Ça a appris à quoi servait l'hélium ? Oui, tout le monde a découvert l'hélium. Effectivement. On découvre le tableau de Mendeleïev. En fait, c'est exactement la même histoire que les terres rares dont on parlait il y a 2-3 ans. C'est-à-dire qu'en réalité, on se rend compte qu'ils sont très peu à les produire et à les traiter, à savoir d'une certaine manière les transformer. Moi, en revanche, ce que je vois, c'est que je ne trouve pas que la correction, pour l'instant, elle soit majeure. Les valeurs de la tech et de l'IA de manière générale ont quand même joué un rôle refuge très fort depuis le début du conflit. Ça vient juste de basculer, mais au départ... Sur les premières semaines, c'est vrai. Ah, ça a extrêmement bien tenu. Non, mais c'est vrai. Même les logiciels ne baissaient plus. Et tous les fameux AI losers ont eux, alors à juste titre, pour des fondamentaux évidemment. Je pense qu'il ne faut pas négliger quand même la situation dans laquelle on est. On est sur des corrections globales de marché qui sont relativement encore tranquilles. Modérées. Voilà. Par rapport au risque de distribution qu'on peut avoir dans ce conflit. Europe et crise énergétique ou choc énergétique, nouvel épisode, Florent. Qu'est-ce que ça nous coûte par rapport à 2022 ? Alors, l'ampleur est complètement différente. Certains pays, et l'Europe a quand même pivoté aussi un petit peu depuis 2022 et la fin du pétrole et du gaz russe. Est-ce que ça permet d'avoir, là aussi, emmagasiné un peu de résilience dans le cadre d'un choc énergétique comme celui-là ? Oui, mais ça ne nous empêche pas d'être soumis aux mouvements de prix globaux. Mais c'est pareil pour les États-Unis d'ailleurs. Ils ont beau dire qu'ils sont effectivement indépendants énergétiement, mais les prix à la pompe augmentent inexorablement. $4 le gallon là. Exactement. Donc, en moyenne nationale. Ce que l'on peut dire néanmoins, il y a deux choses. J'aimerais d'abord revenir sur une chose qui a été évoquée, cette idée qu'effectivement on avait un peu de visibilité, on avait même... En tout cas, nous, c'était notre thèse, on en avait parlé à plusieurs reprises. On était sur une réaccélération de l'activité en Europe. Donc, la question aujourd'hui, mais j'ai pas la réponse, et je pense que personne ne l'a, c'est de savoir si cette réaccélération de l'activité, on casse définitivement cette tendance, ou si on la décale. Et ça, c'est dépendant de la durée du conflit, de la manière dont le Détroit peut réouvrir, dans quelles conditions, comment ça se négocie, qui a intérêt à ce que ça, à peu près tout le monde en réalité, mais comment ça se produit. Mais au moment où on se parle, on ne peut pas trancher définitivement cette question, vous dites Florent. Ça veut dire que la possibilité que cette reprise soit simplement reportée, peut-être un peu amoindrie, elle existe encore. Je pense que là, au début du conflit, effectivement, on était tous partis bien en tête sur l'idée que le conflit allait durer relativement peu de temps. Parce qu'on connaît Donald Trump, voilà, on en a parlé longuement. Bien sûr. Cette manière de faire des revirements, des volte-face, etc. Sauf que plus le conflit s'est installé, enfin là on peut parler d'installation d'une certaine façon, on est quand même dans le 2e mois, plus on s'est rendu compte qu'il était d'une certaine manière piégé et que même, vous avez vu les tentatives de volte-face, de tentatives de rassurer les marchés n'ont pas véritablement... Le taco marche un peu moins bien là. Non. Bon.
c'est un peu délicat. Donc, la limite des 1 mois a été mentionnée pour la partie microéconomique. En fait, c'est aussi vrai pour la partie macroéconomique. Ouais. Donc, pour l'Europe, pour répondre à votre question, c'est un choc énergétique. D'ores et déjà, puisque, vous l'avez dit, ça se retranscrit dans les chiffres de l'inflation, et pas encore totalement. Non. Donc, c'est une baisse de pouvoir d'achat pour les ménages. On sait en plus le symbole que représentent les prix à la pompe, si on regarde juste dans l'Hexagone. Ouais. Mais partout, c'est comme ça. Ça conditionne aussi beaucoup les anticipations d'inflation. Ouais. Et à partir du pétrole, on fait plein de choses. Vous avez parlé de l'hélium, il y a aussi les plastiques. Bien sûr. On parle beaucoup des plastiques. Donc il y a beaucoup de choses. Donc ça veut dire que c'est un choc énergétique, mais même un peu plus large. Et là où il y a un choc de prix quand même. Il y a un choc de prix qui ressemble un peu à 2022. Je dis bien qui ressemble un peu, parce que c'est pas la même ampleur. Et surtout, on part pas du même point de départ. Enfin, on n'a pas le même point de départ. Certes. Parce que ce qui est très important, c'est de jamais raisonner toutes choses égales par ailleurs. Il faut regarder les conditions initiales d'une économie à partir du moment où le choc s'applique. Et là, on n'a pas toute la période Covid, les goulets d'étranglement, qui ont d'ailleurs incité les banques centrales, on va sans doute en parler, à patienter un petit peu en se disant que c'était, transitoire. Vous avez perdu. Le premier qui dit transitoire a perdu. J'ai perdu. Exactement. Oui, donc, mais si. Voilà. Si, et ensuite, c'est venu se juxtaposer. Et puis par ailleurs, je pense que ça aussi, il faut le rappeler, on a eu des chocs de demande positifs d'une certaine manière, ou en tout cas des soutiens budgétaires. Donc, on n'est pas du tout dans la même situation. C'est très bien documenté. Négatif qui entraîne un choc de demande négatif. Bien d'accord. Donc, c'est véritablement un frein pour l'activité. D'accord. Juste d'ailleurs, la comparaison. Alors, on perd entre 15 et 20 millions de barils jour de pétrole et de produits dérivés à travers le blocage d'Ormuz. Donc, c'est de l'offre en moins, mais ça correspond à la demande supplémentaire qu'on avait engrangée post-Covid dans ce moment de reprise et de croissance folle, effectivement. Donc on a un écart entre production, offre et demande qui est le même, sauf que pendant le Covid, c'était de la demande supplémentaire par rapport à une offre qui était stable. C'est-à-dire que des industriels vont être très contraints dans leur activité. Une fois qu'on a dit ça, Florent, et on l'explique tous les jours sur ce plateau depuis le début du conflit, que c'est pas la même situation que 2022. Dans quel monde est-ce que la Banque Centrale Européenne pourrait être amenée à monter 3 fois ses taux cette année, voire plus? Vous vous en souvenez peut-être pas, mais il y a 2 mois et demi, 3 mois, on avait eu une discussion un peu similaire. Vous étiez... Parce que le débat était déjà ouvert. Oui, mais je préférais ce moment-là. Mais moi, je m'en souviens très bien. Le débat, c'était est-ce qu'on va y avoir une petite baisse, est-ce qu'il va y avoir une petite hausse pour... Voilà. Et vous m'aviez dit, mais quand même, les produits chinois importés font baisser l'inflation, etc. La BCE, dans leur logiciel, ils sont pas en train de se dire qu'ils sont en train de faire une erreur. Et on s'était dit, en fait, il faut pas essayer de pronostiquer ce qu'ils devraient faire, mais plutôt ce qu'ils vont faire, ce qu'ils pourraient faire. Et là, on est un peu dans ce cas de figure. Moi, pour le moment, je vais vous le dire franchement, je me mouille un peu aujourd'hui. Je me refuse, pour le moment, à marquer une hausse de taux de la BCE. Sur un scénario. Sur un scénario. Voilà. Je ne vois pas, à ce stade, comment on peut justifier nos taux. En revanche, je pense qu'elle pourrait le faire. Parce que si on arrive au 30 avril, qui est la date de la prochaine réunion, avec une situation qui ne s'est pas normalisée, voire même s'est empirée, par simple gestion des risques, ils vont durcir le ton, ils vont peut-être monter les taux, pour éviter ces fameux effets de second tour. Tuer le risque dans l'œuf, plutôt que prendre le risque d'attendre trop longtemps et se retrouver face à une inflation qui potentiellement serait plus difficilement maîtrisable. Alors même que pour le moment, mais c'est bien normal, on ne le voit pas dans les chiffres, cette propagation à l'inflation cœur, on a même eu des chiffres un petit peu meilleurs en réalité. Oui, il est vrai. Donc ça, à mon avis, ça limite peut-être un peu ce spectre-là, à ce stade. Et je terminerai là-dessus. Si on en arrive à une hausse des taux le 30 avril 2026, parce que la situation ne s'est pas résolue, etc., je pense que ce sera un problème parmi d'autres. Parce qu'en termes d'activité économique, en termes d'incertitude géopolitique, en termes d'incertitude tout court, je pense qu'on sera dans une autre dimension. Oui.
Si tout continue de se développer à ce rythme-là jusqu'au 30 avril, effectivement, la décision de la BCE ne sera qu'un problème parmi d'autres, quoi. Sur le comportement des entreprises, Joachim, par rapport à 2022, est-ce que c'est les grandes entreprises multinationales ont encore du pricing power à démontrer aujourd'hui? Le coût des entrants va très très vite, et on l'a vu là dans les dernières enquêtes PMI. Alors pareil, qui capture pas évidemment toute la situation du mois de mars, mais on voit que évidemment le coût des entrants monte beaucoup plus vite que la capacité des entreprises à transmettre ça dans le prix final. Alors, déjà, c'est notre métier d'aller chercher les valeurs qui ont du pricing power. Donc déjà, on se protège à moitié là-dessus en allant chercher les valeurs qui ont le plus de possibilités en fait d'augmenter les prix. Après, est-ce qu'on est dans l'environnement de 2022, je ne pense pas. C'est vrai qu'on sort déjà de plusieurs trimestres où on se posait déjà la question en fait sur les tarifs douaniers. Dans quelle mesure en fait les sociétés allaient pouvoir répliquer en fait sur le prix sur le consommateur final. On vient rajouter ça. Très honnêtement, ça fait déjà depuis 1 an qu'on essaye de percevoir sur les publications de résultats si elles en sont capables. Je pense que là, honnêtement, on rentre dans une situation encore plus complexe puisqu'on a ce double effet. Avec cet effet, je pense qui va être encore, qui risque d'être encore plus violent pour les entreprises. Du coup, je pense que honnêtement, cette saison de publication de résultats qui arrive, donc on aura 1 mois, mais qui sera pas total et qui est quand même décalé, hein, puisqu'on le voit, le prix du pétrole quand même au niveau des entreprises peut prendre un peu plus de temps à se matérialiser. On vient encore sur des stocks. Voilà, exactement. Donc le dernier bateau qui a pu traverser Hormuz jusqu'à chez nous, il arrive là en ce moment. Parce qu'en fait, on va écouter ce que les entreprises nous disent sur des publications de résultats. Alors, elles peuvent aussi donner un peu de visibilité sur, puisqu'elles vont publier au cours du mois de mai, donc on aura aussi un peu de visibilité sur avril, mais elles peuvent pas s'engager non plus sur des chiffres très stricts. Donc en fait, on va découvrir ça quasiment en juillet-août. Dans 4 mois, dans quelle mesure en fait l'environnement aura encore totalement chamboulé. Donc c'est extrêmement difficile dans mes métiers d'ailleurs de prendre des choix d'allocation ou d'achat-vente sur des entreprises sur uniquement ces postulats. C'est pour ça qu'on va chercher, on essaie d'aller chercher, quoi qu'il arrive, des sociétés qui ont du pricing power. Comme ça, si on a besoin d'augmenter les prix, on peut augmenter les prix sans bousculer les volumes. Il y a encore du pricing power dans ce monde, après une succession de crises à une fréquence inédite depuis 5 ans, Joachim? C'est très compliqué puisque toutes les sociétés. Avant, la réponse c'était le luxe. Oui, non, mais j'ai pendant 10 ans. Non, mais là, le luxe, c'est compliqué aujourd'hui d'être positif quand même sur le luxe. Ouais. On le voit, le pricing power à court terme, de manière conjoncturelle, s'érode un peu dans le luxe. Hein. On va pas se mentir. C'est pour ça que au-delà du pricing power, donc je réponds un peu à côté. Mais c'est que on va chercher certaines grandes thématiques qui sont plus structurelle sur la demande. En Europe, on parle de souveraineté énergétique, de souveraineté numérique, tout ça. Voilà, là, on sait qu'il n'y a pas trop de risques sur les prix et on a surtout des drivers assez forts. Et c'est pas la volatilité des prix à court terme qui change les convictions qu'on a sur ces thèmes-là. Au contraire, c'est peut-être que ces convictions sont même renforcées aujourd'hui. Je pense qu'elles sont renforcées aujourd'hui. Donc, si vous me posez la question aujourd'hui d'une allocation, typiquement sur l'Europe, on va aller chercher toutes ces thématiques-là. Et après, individuellement, mais vraiment en stock picking, on va chercher du pricing power. Mais sur les grandes thématiques, par exemple en Europe, ça va être ça. Et le thème de la souveraineté énergétique en Europe, c'est pas encore surjoué. Enfin, je veux dire, tout le monde tout le monde est animé à peu près par les mêmes réflexions et pas besoin d'être. Oui, non, totalement. En clair, c'est pas dire que la crise du Golfe ramène encore ce sujet. Ça date pas d'hier. Sur la table. Mais on est sur des grands éléments structurels, sur des pans de 5-10 ans. Donc, à mon sens, il n'y a pas de risque en fait de pullback en se disant on a déjà fait 2 ans de très forte surperformance puisqu'on est sur quand même des drivers structurels. Hein. Bon, Léa, qui a encore du pricing power dans ce monde? Et puis, effectivement, si le thème de la souveraineté se décline à travers plusieurs dimensions en Europe, le thème de la souveraineté énergétique en est un parmi d'autres. Est-ce que c'est un thème là qui doit être renforcé dans les gestions? Absolument. Alors, premièrement, le pricing power, moi je suis très inquiète sur ce thème puisque on vient d'une phase qui est quand même toute récente, post-Covid, donc ça fait 5 ans. Je rajouterai là-dessus la guerre en Ukraine qui a quand même fait
des hausses sur les matériaux, pas que sur l'énergie, de hausse des prix dans à peu près toutes les industries. Et le luxe est le meilleur exemple qui montre qu'il y a un moment, le consommateur final, que ce soit une entreprise ou que ce soit un consommateur tout court, il peut plus absorber. Donc ça va être quand même difficile de la faire passer, cette hausse de prix supplémentaire. Donc moi, je suis très vigilante sur cette partie pricing power. Je pense également, pour revenir sur les propos des publications, que les entreprises ne nous donneront aucune visibilité. Ça y est, là aussi, elles sont bien rompues à l'exercice post-Covid, post-guerre en Ukraine. Mieux vaut ne rien dire. Donc on n'aura pas grand-chose au premier trimestre, on va nous donner éventuellement les chiffres d'affaires, on aura peut-être un peu plus à la mi-année parce qu'on aura les marges, et c'est là où le sujet du pricing power va arriver. Il n'arrivera pas maintenant, je ne crois pas. Pour ce qui est ensuite de ce que le marché nous a raconté, je pense que c'est important, avant de passer à la partie souveraineté, le marché nous a donné des signaux très clairs ce mois-ci. Premièrement, vous voyez les banques qui ont quand même fait un rallye exceptionnel sur les 3 dernières années, qui représentent 25-30% de certains indices et qui sont en baisse significative. C'était déjà le cas un peu en début d'année, mais c'était plus des prises de bénéfices. Quand les banques baissent, on vous dit quoi ? On vous dit c'est une récession que le marché est en train de vous annoncer. La baisse des banques va au-delà de la simple logique de prise de profit. Évidemment. Évidemment. C'est-à-dire que normalement, les banques, dans le scénario qu'on entrevoit tous, devraient bénéficier. L'inflation, c'est bénéfique aux banques, elles sont toutes extrêmement solides. A priori, la hausse des taux leur est bénéfique aussi, même si c'est un aplatissement. C'est ça le problème. Mais ça dépend. On peut jouer entre les banques du Nord et les banques du Sud. Elles ont toutes baissé. Et quand les banques baissent, c'est parce qu'on presse une récession. Et d'ailleurs, elles ont baissé plus fortement en Italie parce que le choc pétrolier en Italie, il est plus fort. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que le marché nous a dit, je parle des grandes masses parce que je trouve qu'elles sont intéressantes. Donc le secteur bancaire redevient un indicateur macro, là, vous dites. Voilà. Et celui-là, il pourrait être intéressant à regarder parce qu'il peut être gagnant dans beaucoup de scénarios. Parce que les actions bancaires baissaient. Et là, ce qu'on voit depuis hier maintenant, c'est que les taux longs arrêtent de monter quand le pétrole monte. Voilà. C'est ça, c'est la fameuse décorrélation des actifs. On voit des investisseurs obligataires qui sont peut-être en train de se dire, après un mois de guerre et de pétrole à plus de $100, peut-être que le bon mouvement, c'est pas de jouer l'inflation ou la prime d'inflation, peut-être que le bon mouvement, c'est de jouer la destruction d'activité. Exactement. Donc, et les banques nous l'ont dit dès le début, en fait, en tout cas le secteur. Je parle pas, c'est pas les banques qui ont parlé, c'est le marché qui l'a joué. Et le deuxième secteur qui est très intéressant, qui nous donne aussi une indication, c'est l'immobilier, qui est le plus sensible à la courbe des taux. Je mets de côté les fameux producteurs d'électricité qui sont très sensibles à la courbe des taux, mais qui sont sauvés par la partie souveraineté. L'immobilier s'est effondré. L'immobilier coté s'est effondré après avoir fait un début d'année exceptionnel porté par toutes les bonnes tendances. De taux à venir. Et ben voilà. Donc quelque part, le marché est en train de vous dire c'est acté. Donc qu'est-ce qui nous reste effectivement ? Je souscris au sujet souveraineté, mais il est tellement long et on le connaît par cœur. Mais c'est bien parce que ça nous réveille. Après la souveraineté sur les médicaments, maintenant c'est la souveraineté sur l'énergie. On a eu la souveraineté sur l'armement. On va peut-être enfin avoir une souveraineté. C'est pas surjoué. Non, ça je pense pas. Pour le coup, il y a vraiment des opportunités encore très intéressantes. Le thème défense qui faisait quand même partie, qui était la première brique de la souveraineté, ce thème-là, depuis le début de la guerre, il baisse. Oui, c'est vrai. Et alors, c'était pas, à mon avis, c'est pas parce que c'est surjoué. En revanche, sur le thème de la souveraineté énergétique, on est le réseau, il faut quand même avoir un chiffre, enfin c'est pas un chiffre, mais en tout cas une idée en tête, le réseau européen, en termes de distribution, est le plus obsolète du monde désormais. Il est plus vieux que le réseau des États-Unis. Donc on a plein d'acteurs encore très intéressants. Investir dans les réseaux, on est pile un an après, je crois, le blackout historique de la péninsule ibérique, lié notamment à la défectuosité du réseau. Absolument. Si on a bien compris ce qui s'était passé là-bas. Oui, de voir que le pétrole continue de monter ou se maintient des taux élevés et de voir les taux qui baissent là depuis hier, le marché change un peu de vision peut-être. Oui. C'était quelque chose. Enfin, nous, chez Ecofi, on avait prévisible. C'est toujours facile rétrospectivement. À partir d'un certain moment. Mais disons qu'on se disait, au début, effectivement, le marché joue le risque inflationniste, les hausses de taux, surtout sur la partie courte, ça s'est beaucoup redressé. Maintenant, on commence à dire, mais on en revient à cette fameuse limite. On se dit, si ça s'installe, ça veut dire des gaz économiques. Et ce qui veut dire aussi que pour les banques centrales, pour revenir à la BCE, parce que j'ai encore des choses à dire, c'est un sujet qui m'anime. C'est un sujet qui m'anime. On peut dire un mot de la Fed aussi, et la différence qu'il peut y avoir entre la BCE et la Fed. Je vais mettre les deux en même temps. Pour une banque centrale, dans une telle configuration, il n'y a que des coups à prendre. Puisque c'est une inflation exogène, un choc d'offre négatif exogène sur une situation, on ne sait pas. On monte les taux parce que l'inflation augmente, on tue l'activité, on baisse l'activité. On veut soutenir l'activité parce qu'on pense que l'inflation plus tard va baisser parce que la destruction de demande va être telle. En soutenant l'activité, on peut faire regérer l'inflation. Donc il n'y a que des coups à prendre. Je trouve
pour leur donner du crédit, que la communication de la Banque Centrale Européenne, c'est pas forcément partagé, je la trouve assez bonne. Ah. Ouais. Non, mais oui. En fait, il y a une manière de s'acheter du temps. Ouais. En disant, mais de manière assez pragmatique. Hein. Et franchement, le travail qu'ils ont fait sur les scénarios, la Banque Centrale Européenne, c'est remarquable. Très pédagogique. C'est remarquable. Non, mais c'est vrai. C'est remarquable. Ils ont intégré très tôt les choses. Évidemment, le cut-off au 11 mars, c'est pas la même situation qu'aujourd'hui, mais franchement, chapeau. Et en termes de communication, il y a cette idée de dire, la théorie veut qu'on voit, qu'on regarde au travers de ce choc, parce qu'il faut qu'on soit sûr que les anticipations d'inflation dérapent, que les renégociations salariales se fassent, qu'il y ait des fameux effets de second tour. Là, on agit parce qu'il y a risque de propagation ailleurs. C'est pas juste un choc transitoire. Mais en même temps, c'est là où c'est malin, ils disent qu'ils sont prêts à agir très rapidement et à se conformer au mandat de stabilité des prix. Ce qui veut dire que dans le même temps, ils cassent pas les anticipations de marché qui sont quand même vachement fortes. Élevé, 3. bien sûr. Ouais. Donc, pour revenir sur le marché de taux... Ça leur donne un peu de marge de manœuvre pour les marchés la de suite. taux, sur la partie longue, on se dit, il y a quand même pas mal de choses qui sont intégrées. Nous, alors ils sont peut-être vraiment très malins. En termes de... Non, mais vraiment, hein, en termes de scénario, nous, on s'est dit, s'il y a hausse de taux, il n'y en aura pas 3. Oui. Donc en fait, en matière de stratégie, si on essaie de coupler avec le scénario BCE, qui est un peu bancal, parce que je dis statu quo, mais en même temps, c'est possible que ça le fasse, ça veut dire que sur les taux, il y a quand même pas mal de choses intégrées. Et ça, c'est-à-dire que la communication est quand même vachement bien orchestrée, quoi. Mais ils sont ils le savent, tout ça. Oui, je veux dire, tout ce qu'on se dit, évidemment qu'ils ont ces débats-là. Les shocks d'offres négatifs, ça leur est pas étranger. C'était ironique. Hein, voilà, pardon. Non, mais et d'ailleurs, j'achète ce point. Le resserrement des conditions financières par le biais des anticipations de hausse de taux, ça se rajoute au choc énergétique et frein sur l'activité. Ouais, bien sûr. Donc d'une certaine manière... Ça règle le problème, quoi. J'aime pas trop ça, mais non, oui, il y a un peu... De toute façon, la situation est tellement inconfortable. Et pour la Fed... Est-ce qu'elle peut encore baisser ses taux, elle ? La Fed ? Ouais. Bon, je ne pensais pas grand-chose avant là-dessus. C'est vrai. Ça, c'est mon scénario personnel. Encore moins aujourd'hui, forcément. Après, il y a 2 mandats. Jérôme Powell l'a rappelé, Christopher Waller l'a rappelé. Ils sont peut-être un peu parfois beaucoup plus sensibles à ce qui se passe sur l'emploi. Donc si ça se dégrade sur l'emploi, on pourrait avoir baisse de taux. Mais en même temps, l'inflation est très élevée. Il y a le mandat de 2% qu'il faut essayer d'attraper. Sachant qu'il rate la cible depuis quasiment 4-5 ans. Oui. Parce qu'il y a des parallèles qui sont faits avec les années 90, l'invasion du Koweït par l'Irak, mais à cette époque-ci, il n'y avait pas cette forward guidance sur les 2% aussi forte. Ils ont réagi parce que le taux de chômage avait augmenté, mais la situation économique en revient aux conditions initiales n'était pas tout à fait la même, c'était un peu plus bancal. Même si aujourd'hui il y a des fragilités, le consommateur américain a baissé son taux d'épargne, les revenus ont baissé, la consommation commence un peu à se réduire, à ralentir, même si elle est quand même sur des niveaux très corrects. Il y a un truc qui se joue sur la Fed, mais la logique voudrait que ça soit un statu quo. Ouais, on verra les prochaines réunions, donc sont fin avril, 28-29 pour la Fed et 30 avril, je crois, pour la Banque Centrale Européenne et la Banque d'Angleterre. Un mot pour finir, Joachim. Je voyais là ce petit chiffre autour du Nasdaq. Le PE forward du Nasdaq est quasiment identique à celui du S&P 500 aujourd'hui. Enfin, l'écart est de moins de 2 points. Et c'est assez rare de voir en relatif le Nasdaq aussi peu cher, si je puis dire, par rapport au marché général, quoi. Oui, puisque je pense que c'est compliqué aujourd'hui pour les analystes de revoir de manière c'est plus le signe que les analystes n'ont pas encore bougé. Voilà, je pense que les analystes n'ont pas encore bougé. Et puis, on a eu quand même une forte baisse sur les Max 7 aujourd'hui depuis le début de l'année. Donc, tout ça fait qu'on a, un Nasdaq qui se paye quasiment moins cher que le S&P, avec une vigilance à avoir quand même une sélection peut-être un peu plus importante du coup. Mais encore une fois, les publications de résultats qui vont apporter beaucoup d'informations et sans doute des révisions. Donc ça peut combler le gap de valeur. Jusqu'à présent, aux États-Unis, en tout cas, les perspectives bénéficiaires ont été revues à la hausse depuis le début de l'année, au 27 mars, jusqu'à la fin de la semaine dernière. Donc, on n'a pas encore eu effectivement l'intégration de ce mois de mars dans les nouvelles perspectives des analystes. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Joachim Jean, Mansartis, Léa Dunan-Châtelet, DNCA et Florent Vabon, Ecofi.